L'avenir du cyclisme est-il menacé par le dopage? Les grandes et petites histoires du Tour avec l'invité du Grand Angle. Bonjour Jean-Damien Lecé. Bonjour. Alors, vous publiez aux éditions Schistera, c'est la maison d'édition, je crois que vous avez créé d'ailleurs en 2017. Absolument. Un livre consacré aux petites histoires de la grande boucle. Vous êtes journaliste sportif et vous sortez d'ailleurs chaque année, il faut le rappeler, parmi d'autres livres d'ailleurs, l'année du cyclisme chez Kalman Levy. Alors, le Tour de France en 2018, c'est plus ce que c'était au regard de votre livre qui raconte le Tour depuis de 1903, depuis la création. On peut dire que la grande boucle a bien changé. Elle a bien changé, mais enfin, ça reste un rendez-vous populaire, ça reste un rendez-vous sportif prestigieux, ça reste la plus grande course du monde, sans contexte. Donc, même si effectivement certains aspects de son organisation ou certains aspects sportifs bougent avec le temps, ça reste quand même un événement considérable. Alors populaire, on va en reparler, mais on a quand même l'impression que le Tour, mais plus largement le cyclisme, sont en crise. Par exemple, il y a une ou deux équipes sur ce Tour qui écrasent la concurrence. Et puis alors évidemment, il y a la question du dopage. Est-ce que ces deux aspects-là ne plombent pas un peu le cyclisme moderne? Alors, peut-être pas à toutes les époques, mais en tout cas, depuis très longtemps, on a eu régulièrement comme ça des équipes qui ont écrasé les autres. Aujourd'hui, c'est la Sky. Aujourd'hui, c'est la Sky depuis déjà 2012 et la victoire de Bradley Wiggins. Il y a eu évidemment l'époque Lance Armstrong avec l'US Postal. Si on remonte un petit peu dans le temps, années 70-80, les Néerlandais de Tira-Lake. Donc, il y a toujours eu de grosses équipes. C'est comme en football. On essaye d'avoir l'équipe la plus compétitive possible en mettant le plus de force au service d'un leader. Quand vous regardez le Tour, vous vous ennuyez pas devant le poste? On s'ennuie. On a l'impression que c'est joué d'avance, les étapes. Enfin, en tout cas, on connaît déjà pratiquement le vainqueur final dès le début. Après, ça, c'est le format des grands tours qui veut ça. C'est-à-dire que ce sont des courses de 3 semaines avec des étapes à enjeu pour le classement général et des étapes sans enjeu pour le classement général. Donc, l'intérêt d'une course comme ça, c'est aussi justement les classements annexes, les classements des étapes. C'est-à-dire que jour après jour, il y a des enjeux différents qui vont voir le jour. Et c'est d'autant plus intéressant à suivre que justement, on n'a pas uniquement un objectif à suivre. Alors, on vient de le dire, l'équipe Sky, cette année, elle écrase le Tour. Le public a manifesté son mécontentement à plusieurs reprises, notamment vis-à-vis de Chris Froome, qui est le leader de l'équipe, et Geraint Thomas, qui est son second, mais qui aujourd'hui a le maillot jaune. Ça s'est passé il y a quelques jours à Bourg-Saint-Maurice. On va regarder les images. Un spectateur qui surgit ici pour frapper Christopher Froome. C'est le maillot jaune Geraint Thomas qui s'impose sous de nombreux sifflets. Le Gallois, jusqu'alors équipier de Christopher Froome, se positionne comme potentiel vainqueur du Tour au sein d'une équipe toujours controversée. Si les gens veulent siffler, c'est leur opinion. Ce n'est jamais agréable à entendre, mais tant qu'il n'y a pas de gestes déplacés pendant la course, ça va. Jean-Damien Lecé, mérité, pas mérité ces sifflets, comment vous les interprétez? Chacun a son opinion, une partie du public a son opinion et n'aime pas la Sky pour deux raisons. Vous évoquiez tout à l'heure le dopage, mais aussi la domination des équipes. De tout temps, les coureurs ou les équipes ultra dominateurs n'ont pas été appréciés du public, qui veut du suspense, qui veut du spectacle. Et conspuer les équipes comme ça, c'est quand même assez inédit, non? Il n'y a pas eu très souvent des... Non, pas très souvent, bien entendu, mais ça arrive régulièrement. Bon, autour, à partir de l'affaire Festina et jusqu'à l'affaire Puerto, on a régulièrement eu comme ça des événements, des manifestations hostiles du public. Et en 1975, Eddy Merckx, qui avait déjà gagné 5 fois le Tour, reçoit un coup de poing au foie de la part d'un spectateur. La raison à l'époque, c'était cette domination, c'est-à-dire qu'on l'appelait le cannibale, puisqu'il laissait aucune miette à ses rivaux. Bon, aujourd'hui, la Sky donne un petit peu cette impression. Alors, évidemment, personne ne cautionne la violence. Néanmoins, des manifestations d'hostilité, comme il peut y en avoir dans des stades, quand on siffle l'adversaire, quand on siffle un mauvais geste. Bon, pour vous, ça reste marginal, quoi. Ça reste assez marginal. C'est pas marginal sur ce Tour. Des manifestations hostiles à Chris Froome, on en a également eu dans le passé. On se souvient qu'il y a eu, on a raconté qu'il y a eu des jets d'urine sur lui. Il ne faut pas que ça en vienne à de la violence physique. Après, exprimer son opinion dans une manifestation comme le Tour de France,
pourquoi pas. Alors, on va parler de l'affaire Festina après, mais d'abord, puisqu'on parle de Chris Froome, parlons-en. Hein. Le dopage qui plane autour de lui. Hein. Alors, le dopage, il a toujours existé, vous en parlez dans votre livre, mais tout de même, Chris Froome, il avait été contrôlé positif au Tour d'Espagne, si je ne me trompe pas, l'année dernière, soi-disant pour soigner son asthme. Hein, c'est ce que... Alors, c'était pas un contrôle positif. C'est plus que ça, d'ailleurs. Alors c'était ce que l'UCI a appelé un contrôle anormal, d'accord ? C'est-à-dire que c'était un produit qui pouvait être pris, mais uniquement à certaines doses, et les avocats de la Sky ont réussi à prouver que ces doses n'étaient pas la limite prescrite par le Code mondial antidopage n'était pas opérante dans le cas de Chris Froome. Bon, c'était une bataille d'avocats. Il n'a pas été reconnu positif. Il est là aujourd'hui. C'est le règlement. Alors justement, donc l'UCI dont vous avez parlé, qui est l'Union cycliste internationale, elle l'a autorisé à participer au Tour de France contre l'avis du patron du Tour de France, Christian Prudhomme, qui était plutôt favorable parce qu'il ne participe pas à ce Tour. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Effectivement, 2 jours avant la décision de l'UCI, Christian Prudhomme et ASO, on révèle que Christian Prudhomme et ASO ont demandé à Chris Froome de ne pas se présenter en raison de cette affaire. ASO a voulu se prémunir. Il existe. ASO, c'est l'organisateur du Tour. Oui. Et il existe dans le règlement du Tour une disposition qui dit que si un coureur porte atteinte à l'image du Tour de France ou du cyclisme, il peut être mis à l'écart. C'est là-dessus que ASO et Christian Prudhomme ont joué. Et vous qui connaissez bien le cyclisme, vous diriez que la question du dopage, c'est vraiment un enjeu particulièrement crucial aujourd'hui dans le cyclisme ? Oui, c'est un enjeu crucial parce qu'il y a une question de crédibilité. Il y a eu énormément d'affaires. Hein. J'ai évoqué tout à l'heure Festina, l'affaire Puerto, etc. Régulièrement, tous les ans, encore cette année, il y a quelques semaines, Rémi Di Gregorio, un coureur français, s'est fait prendre. Tous les ans, plusieurs coureurs de tout niveau se font prendre au contrôle antidopage, sont positifs. Donc il y a un enjeu de crédibilité. Et les organisateurs de courses, les patrons des équipes, notamment en France, des gens comme Marc Madiot à Groupama, se bat beaucoup, se battent pour recrédibiliser un sport qui a pris beaucoup de coups ces derniers temps. Vous pensez qu'il y a, question inverse, j'allais dire, vous pensez qu'il y a des coureurs propres qui ne se dopent pas ou qui se dopent tous d'un niveau à un niveau ou à un autre ? J'ose espérer qu'il y en a qui ne se dopent pas. Je pense qu'il y en a qui ne se dopent pas. Le peloton cycliste professionnel, ce sont des centaines et des centaines de coureurs. J'espère sincèrement qu'il y en a qui ne se dopent pas et je le pense, oui. Les contrôles antidopage, d'ailleurs vous en parlez, je crois qu'ils existent sur le Tour depuis 1966 seulement. Oui. Voilà. Donc c'est ancien mais en même temps pas tellement. Est-ce que vous pensez que ces contrôles sont efficaces et est-ce qu'ils sont plus, plus performants, plus efficaces dans le cyclisme que dans les autres sports ? Je ne pense pas qu'ils soient plus performants ou plus efficaces, puisque ce sont les mêmes protocoles, que depuis plusieurs années maintenant, il y a un code mondial antidopage qui met un petit peu tout le monde sur... c'est l'agence mondiale antidopage, ouais. Qui met tout le monde sur un pied d'égalité. Les laboratoires, notamment en France, le laboratoire qui dépend de l'Agence française de lutte contre le dopage, mais tout le monde également sur un pied d'égalité. Ce sont les mêmes protocoles. Donc le cyclisme n'est pas désavantagé. Alors vous avez parlé de l'affaire Festina. Rappelez-nous, c'était 1998. Voilà. C'était l'entraîneur donc de l'équipe, le soigneur de l'équipe Festina. Le Belge Willy Wout, il s'est fait prendre en fait en passant une frontière. Il avait avec lui tous des produits dopants en fait. C'était ce qu'on appelait le fameux pot belge à l'époque, c'est ça ? Alors, c'était pas que le pot belge. Le pot belge, pour faire vite, c'est un mélange d'amphétamines, de produits stupéfiants, etc. Là, il s'agissait de tout un tas de produits pharmaceutiques prohibés, notamment de l'EPO. Et donc, oui, il se fait prendre à la frontière franco-belge. Il allait rejoindre le départ du Tour à Dublin, qui partait d'Irlande cette année-là. Il a voulu emprunter une petite voie. Au lieu de prendre la route principale, il a voulu emprunter une petite voie pour échapper au contrôle. Il se trouve que, sans le savoir, il a pris la voie qu'avaient l'habitude d'emprunter les trafiquants de drogue et qui étaient très surveillés par la gendarmerie. Donc il s'est fait... Et il s'est fait avoir comme ça. Ouais. Alors c'est marrant parce que vous dites que le dopage a toujours existé. Par exemple, vous racontez en 1924, ça c'était passionnant, il y a une rencontre entre le célèbre journaliste Albert Londres, donc, qui suivait le Tour de France, et Henri Pélissier, donc un des deux frères Pélissier, et
qui avoue déjà que les coureurs marchent à la dynamite. Et il dit, vous voulez savoir, donc c'est Pélissier qui parle, il dit, vous voulez savoir comment nous marchons? Eh bien, le coureur sort de son sac de la cocaïne, du chloroforme, tandis que Ville exhibait une pommade et des pilules. Bref, ajouta Francis, nous marchons à la dynamite. Donc voilà. Bon, le Tour de France... 1924. Le Tour de France, à l'époque, était une épreuve beaucoup plus dure qu'aujourd'hui. Il faut savoir que justement, pour essayer de limiter un petit peu les risques de dopage, l'UCI a pris des mesures. Donc on a raccourci les étapes. Il faisait parfois plus de 400 km à l'époque. Absolument. Le premier Tour de France, la première étape du premier Tour de France, c'était Paris-Lyon. Donc près de 500 km. On roulait la nuit. C'était vraiment des étapes de 20 heures, 21 heures. Et un Tour de France, en total, je crois, de près de 5000, 4500, 5000 km. Voilà. Dans les années... dans l'entre-deux-guerres, on est arrivé à 5500 km pour les Tours de France les plus longs. Donc effectivement, là, les coureurs, en quelque sorte, n'avaient pas le choix. C'était même pas pour gagner, c'était simplement pour rallier l'arrivée. Ouais. Alors, vous parlez aussi, par exemple, de la présence des femmes sur le Tour de France, qui était pratiquement... elle n'était pas là jusqu'aux années 60. Je crois que ça a commencé vers 64. Vous en parlez dans le bouquin. On pourrait aussi parler de Tom Simpson, qui est mort au Mont Ventoux en 67. Évidemment, c'était un cas de dopage mondialement connu. Puis le Belge Michel Pollentier aussi, qui avait caché une poire en caoutchouc. Voilà, ça c'est la photo de Tom Simpson en 67. Pollentier qui avait caché une poire en caoutchouc avec de l'urine propre. Ça n'a pas trompé le contrôle antidopage. Il a été déclassé, je crois. Oui, il a été déclassé le jour même, puisqu'en fait, pour faire jaillir l'urine propre de cette poire qu'il avait cachée sous son aisselle, il se gesticulait d'une manière un petit peu incongrue. Alors ça, c'est Jacques Anquetil, je crois. C'est pas. Effectivement. Et il avait donc caché une poire sous son aisselle. Le contrôleur antidopage, évidemment, s'est aperçu qu'il y avait un loup et immédiatement il a saisi cette poire et Pollentier a été exclu du Tour. En un mot, est-ce que vous pensez vraiment que le sport cycliste est en perte de vitesse et comment on pourrait faire pour améliorer son image? Je ne pense pas qu'il soit en perte de vitesse. Il est toujours très très populaire. Il améliorera son image en étant de plus en plus intransigeant face aux tricheurs, tout simplement. C'est ce que le public attend. Le public ne demande qu'à croire que les coureurs sont propres. Le public français, en tout cas, s'enthousiasme régulièrement pour le Tour de France. Merci Jean-Damien Lecé. Je rappelle le titre de votre livre, Petites histoires au pluriel, donc de la Grande Boucle aux éditions Chistera. Merci beaucoup. Merci à vous. On part en Suisse à